Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler d'une partie des réformes de l'enseignement. Depuis un certain temps, dans la capitale, ici à Conakry, on parle notamment de l'absence d'orientation au niveau de la faculté de médecine. On parle également de certaines décisions prises dans le cadre de ces réformes à la rentrée universitaire 2016-2017. Pour en parler donc, nous allons à ce plateau recevoir deux enseignants-chercheurs. À ma gauche, il y a le professeur Alpha Amadou Bano Barry, qui est enseignant-chercheur à l'université guinéenne. Et puis, à ma droite, il y a également Mamadou Tunkara. Et Amadou Tunkara est lui aussi enseignant-chercheur dermatologue à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, nous allons parler de différentes réformes possibles, mais également de la situation actuelle de l'enseignement supérieur et de ce qu'il faut pour que l'enseignement colle plus aujourd'hui à la situation des besoins, notamment de l'emploi, mais aussi des besoins tout court du pays, en leur disant bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Dian. Alors, professeur Bano, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur les différentes réformes du système éducatif, notamment de l'enseignement supérieur intervenu en Guinée? Oui, alors, il faut rappeler que, de mémoire comme ça, l'université guinéenne, celle de Conakry, a été elle-même créée dans les années 60, en particulier en 64. Le système, au départ, c'était un petit nombre de facultés qui existaient. On a commencé par des facultés qui étaient en rapport avec l'éducation. Ensuite, on a introduit la gestion. Et puis, l'université Gamal Abdel Nasser a commencé avec la partie technique, c'est-à-dire l'Institut Polytechnique avec le recrutement dans les génies. Au niveau des sciences sociales, ça s'est élargi considérablement. On pourrait dire que dans les années 1984, il y avait non seulement ce que l'on a aujourd'hui à Tamakene se trouvait à l'intérieur de Gamal, et en même temps on avait énormément de facultés agronomiques qui avaient été installées pratiquement sur l'ensemble du territoire national. À l'intérieur même de la Première République, il y a eu plusieurs réformes à l'intérieur du système universitaire, parce que dans un premier temps, on avait un système, disons, à la soviétique, c'est-à-dire que vous faites 5 ans en dehors de médecine, et puis vous soutenez, et vous obtenez un diplôme qu'on appelait 2S, diplôme d'études supérieures. Et puis on a modifié, on a introduit le premier degré et le deuxième degré. C'est-à-dire que vous arrivez à l'université, vous faites première, deuxième année, vous faites un concours à l'intérieur de l'université et le concours détermine si vous passez en troisième année, si vous continuez donc avec un diplôme universitaire, ou alors le premier degré, le deuxième degré, ou si alors vous êtes réversé dans la catégorie, vous ressortez pour devenir enseignant ou dans l'administration avec la hiérarchie B. En 1984, à la fin du régime de la Première République, lorsqu'il y a eu l'avènement de la Deuxième République, dans les années 85, avec la coopération française, on a introduit un nouveau système qui consistait en fait à faire 2 ans dans 2 facultés, la faculté de lettres et la faculté de sciences, où il fallait 2 ans pour obtenir le DUG, et à la suite du DUG, vous faites 1 année pour obtenir la licence. À la 4e année, vous obtenez la maîtrise, qui demandait un mémoire. Et puis on a fonctionné avec ce système pratiquement jusque dans les années 1998-99. Et puis des évaluations qui ont été faites sur le système universitaire sont arrivées à la conclusion que le système n'était pas performant, qu'il y avait énormément de chômage,
des diplômés et que l'enseignement n'était pas très adapté à la réalité du marché et il a été décidé de procéder à des réformes. Parmi ces réformes qui ont été proposées, c'était en fait, ça correspondait à l'avènement de ce qu'on a appelé le LMD, licence, master, doctorat. Et puis donc, dans les années 2000, on a introduit ce système progressivement. Et puis, c'est devenu aujourd'hui le système dominant à l'intérieur du système universitaire, à l'exception de la faculté de médecine, pour laquelle on avait demandé que une réflexion un peu plus approfondie avant de décider s'il fallait basculer la faculté de médecine dans le LMD. Et puis au niveau des autres facultés, le système a été en fait mis en place. Grosso modo, donc, la Guinée a connu 3 systèmes. Le premier était inspiré des pays de l'Est. Le deuxième a été inspiré du système français. Et puis le troisième aujourd'hui que nous avons, c'est le système anglo-saxon. Et je dois préciser que dans l'histoire du système universitaire guinéen, le non-recrutement dans une faculté fait partie d'une tradition. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai obtenu le bac, je voulais faire droit. Et quand je suis arrivé à Conakry, la faculté de droit avait été fermée. Elle a été fermée pendant des années et en fait, elle n'a été réouverte lorsque moi j'ai déjà obtenu mon diplôme. La faculté des sciences économiques qu'on appelait ESA, qui était à la Bellevue, aussi a été fermée à un moment donné parce qu'on a considéré que le marché de l'emploi. La magistrature a été fermée à un certain moment et n'a jamais été réouverte comme, disons, faculté, comme magistrature, comme telle. En réalité, grosso modo, on pourrait dire que fermer, ne pas recruter et recruter, ça fait partie de ce que l'on appelle le processus normal du fonctionnement d'un système. Mettre notamment en compte des besoins. Oui, c'est un ajustement que le système se fait pour tenir compte à la fois des contraintes internes, mais aussi des réalités externes. Ce sont ces dispositions. Naturellement, quand ça correspond au moment où vous avez le baccalauréat, c'est dérangeant parce que vous n'avez pas la possibilité ou la chance de le faire. Mais encore une fois de plus, un système universitaire n'est pas fait pour une personne, c'est fait pour un pays. Docteur Tounkara, vous êtes donc de la faculté de médecine, professeur à la faculté de médecine, vous êtes également dermatologue. Comment voyez-vous cette situation dont on parle aujourd'hui dans la cité, et notamment l'absence d'orientation cette année au niveau de la faculté de médecine? Bien, merci. Cette question, c'est vrai qu'elle a fait la une dans la cité, mais se trouve déjà avant l'officialisation de cette décision. Au sein de la faculté de médecine, si mes souvenirs sont bons, au mois d'avril déjà, l'ensemble des enseignants de cette faculté, à travers un conseil extraordinaire de faculté, s'étaient réunis dans le campus de Adja Mafuri. Et ces enseignants avaient à l'époque décidé d'ailleurs d'adresser un mémorandum à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et à son homologue de la Santé. Succinctement, dans ce mémorandum, il avait été souligné par tous les enseignants qu'à l'état actuel des choses, il était question que l'on s'arrête pour dire que la faculté de médecine n'a plus la capacité d'accueil. D'ailleurs, elle a perdu cette capacité d'accueil depuis fort longtemps, mais il a été question que ces enseignants tirent la sonnette d'alarme à leur niveau pour dire arrêtons-nous, parce que l'effectif qui est à la faculté de médecine, pas seulement en première année, mais tout le long du cycle, ne permettait pas vraiment de faire bien une formation de qualité pour déboucher sur des médecins qui peuvent être compétitifs demain. Donc, à notre sein, et si je me fonde sur ce mémorandum qui a été approuvé, encore une fois, par un conseil extraordinaire de faculté, tous les enseignants ont souscrit et c'est dans cette logique où cette décision qui consiste à ne pas orienter et saluer unanimement, mais encore une fois, il faut aller au-delà. Oui, justement, vous parlez des raisons qui ont motivé ce rapport. Est-ce que vous pouvez aller plus en détail en donnant des chiffres? Alors, expliquons un tout petit peu de façon très sommaire. En 2005, la faculté de médecine avait été évaluée. L'évaluation de cette faculté a été faite par la CIDMEF. CIDMEF, c'est la conférence internationale de tous les doyens de fac de médecine d'expression française et l'OMS. Et ça, c'est en 2005. Que disait cette évaluation? C'est que rien qu'en 2005, pour la première année médecine, la faculté n'était à mesure, pour une formation de qualité, de ne recruter que 50 étudiants. Nous sommes en 2005.
Alors depuis ça, ces mesures n'ont pas été effectives. Nous sommes en 2005. Depuis cette date jusqu'à maintenant, il y a eu au minimum 3600 étudiants qui sont sortis de la faculté de médecine, une faculté qui n'était censée que recruter 50 étudiants. Alors, le professeur le rappelait tout à l'heure, depuis que la faculté existe, il n'y a pas eu d'extension. Les locaux ne s'y prêtent pas. En termes de ressources humaines, il y a eu des progrès, mais il y a encore assez de choses à faire, sans oublier que former un médecin, ce n'est pas seulement dans les amphis, il y a aussi assez d'éléments contingents qu'il faut inclure. Figurez-vous que depuis 1996, aucun laboratoire, je dis bien aucun laboratoire de la faculté de médecine n'est opérationnel. Donc du coup, tous ces éléments, premièrement, les effectifs pléthoriques, le cadre qui ne s'y prête pas, l'absence de laboratoire, aussi bien au niveau de la faculté qu'au niveau des sites qui sont censés recevoir ces étudiants. Parce que peut-être contrairement à d'autres options, à la faculté de médecine, lorsque les étudiants reçoivent les cours dans les amphis, le champ d'application, c'est le CHU. Mais ce CHU, malheureusement, n'existe que sur le papier, parce que dans les faits, il n'existe pas. Il nous est arrivé à dire que même ce débat, pour ce qui concerne la faculté de médecine, c'est la conséquence de l'inapplication de certaines dispositions. Figurez-vous qu'il y a un décret qui a créé le CHU de Conakry et il date de 2001. Ce décret disait clairement que le CHU de Conakry, c'est la faculté de médecine, c'est l'hôpital Donka et l'hôpital Ignace Dine, avec des organes statutaires comme le comité de coordination et le conseil scientifique et pédagogique. L'une des attributions de ce conseil scientifique et pédagogique, c'était de dire nos sites d'application pour les étudiants ne peuvent recevoir que tel nombre d'étudiants. Alors si cet ensemble fonctionnait, la question ne pouvait même pas se poser sous cet angle-là. Parce que la structure qui reçoit pour former les étudiants sur le plan théorique et sur le plan pratique définit au préalable sa capacité d'accueil. Mais comme tout cet ensemble n'a jamais fonctionné, du coup, les étudiants viennent en nombre, mais ceux qui sont censés les transférer une certaine compétence, d'abord, eux-mêmes, ils ont besoin d'une certaine formation à un certain niveau, mais aussi les infrastructures ne s'y prêtent pas. Donc tout cet ensemble pris fait que la question de ne pas orienter, de notre point de vue, c'est une bonne décision, mais encore une fois, il faut aller au-delà parce que la formation du médecin, c'est un ensemble. Quelles que soient les réformes faites au niveau de l'enseignement supérieur, si la question du CHU de Conakry ne s'intègre pas dans les résolutions, on ne fera que déplacer le problème, comme nous l'avons fait d'ailleurs depuis 2005. Parce que ces questions qui se sont posées depuis 2005, s'ils avaient trouvé une réponse, convenez-en, il allait être plus facile de résoudre une telle question en 2005 qu'en 2016. Donc on a accumulé les problèmes. Et comme le disait le professeur tout de suite, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour s'interroger sur l'efficacité de ce que nous faisons en termes de réforme, sur l'efficacité de ce que nous produisons en termes de médecins. Je ne parlerai pas du fait que aujourd'hui, s'il y a plus de médecins que de paramédicaux, je vais dire quoi? Normalement... Vous allez revenir tout à l'heure. Très bien. Le professeur Banoui, allez-y. Oui, vous savez... En fait, vous avez raison. En fait, depuis 2005, tout le monde savait en réalité qu'il fallait s'arrêter. Le problème, c'est que nous étions vers la fin de règne et nous étions dans une situation où pratiquement le pays n'avait pas de direction. Lansana Conté était devenu malade, vieux, fatigué et personne, en fait, ne prenait de décisions. C'est ça le fond du problème. D'ailleurs, si vous avez remarqué, à un certain moment, pour décourager les étudiants d'aller à la médecine, au lieu de la fermer, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, pour faire médecine, il faut aller à l'intérieur du pays. Considérant que si on délocalisait la première année de Conakry vers Kankan, ou vers l'intérieur du pays, ça allait tellement décourager les gens qu'en réalité, ils ne seraient pas partis. En fait, ça n'a pas découragé. Au lieu d'avoir le courage de prendre la décision d'arrêter pour pouvoir mieux sauter, mais non, on a dit, bon, on va envoyer les gens à l'intérieur du pays. En réalité, ça n'a pas résolu le problème. En fait, ce que l'on sait avec certitude, c'est que la croissance exponentielle des effectifs dans des facultés qui sont contingentées, toutes les facultés de médecine dans le monde sont contingentées.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je peux vous dire une chose, si vous quittez ici, vous partez en France ou au Canada, vous ne pourrez jamais faire médecine. Votre statut d'étranger ne vous permettra pas de faire médecine. Parce que tout simplement, c'est contingenté et il y a un certain nombre de places bien précises, déterminées, et on sait que à la sortie de ces personnes-là, il y a déjà des dispositions pour leur insertion sur le marché de l'emploi. Parce que ce sont des professions quand même d'un certain niveau qui demandent une certaine qualité. Donc on ne l'a pas fait. En réalité, aujourd'hui, on est obligé, vous dites qu'il faut intégrer le CHU dans le dispositif de la réforme, mais en fait, il faut introduire en réalité le secondaire. Parce que certains des problèmes que l'on a à la faculté de médecine découlent des problèmes qui sont liés au fait que dans le profil, au niveau des lycées, les gens ne voient jamais ni une éprouvette, ni une expérimentation avant d'arriver à l'université. C'est-à-dire qu'en réalité, ils arrivent à l'université avec des lacunes qui normalement auraient pu être comblées à partir du lycée. Donc la réforme telle qu'elle doit être menée, elle doit être totale, holistique. Elle doit toucher l'ensemble du dispositif. À la fois au niveau du CHU, parce que c'est le lieu d'application des apprentissages, au niveau de la faculté de médecine, à l'intérieur donc de Gamal, mais aussi au niveau du secondaire, pour tenir compte du fait qu'un étudiant qui vient à Polytechnique ou qui vient en médecine doit avoir un ensemble de prérequis au niveau du lycée avant d'arriver à l'université. Sinon, on va se fatiguer, on va penser que nous ne sommes pas bons, que nous ne sommes pas capables de former. En réalité, nous nous retrouvons dans une situation à l'université où nous devons régler des problèmes qui sont les nôtres, mais nous réglons aussi des problèmes qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire des problèmes du collège, des problèmes du lycée, des problèmes de l'école primaire. Et ça, ce n'est pas possible de régler ces problèmes à l'université. Professeur Bano, il y a que dans la cité toujours cette réforme au niveau de l'enseignement supérieur. On parle aussi de la langue arabe. Bien sûr, le gouvernement a fait rétropédalage à ce niveau, a accepté donc que les gens soient orientés. Mais qu'en est-il à votre avis? Alors, vous savez, quand la langue arabe a été... le département de langue arabe a été créé, moi j'étais enseignant à la faculté de lettres. C'est dans notre faculté. Et je fais partie, avec un certain nombre, le doyen Oudoussi, qui était en poste, qui était le doyen. Sur la base d'une discussion, on s'est dit, écoutez, on a des écoles primaires franco-arabes, on a des collèges franco-arabes, on a des lycées franco-arabes. Et à l'époque, quand les élèves quittaient franco-arabe, et franco-arabe, ils faisaient à l'époque sciences sociales franco-arabe, avant d'introduire sciences expérimentales franco-arabe. On s'était rendu compte que quand les étudiants quittaient franco-arabe, ils venaient, on les envoyait au département de langue française, ou au département d'histoire, au département de sociologie, et ils avaient énormément de difficultés pour suivre les cours, parce qu'ils avaient des lacunes en français. Donc, dans la discussion, on a dit, mais écoutez, c'est très simple, puisqu'ils font franco-arabe, il est préférable de le créer un département, de la même façon qu'on a un département de langue anglaise, on a un département de français, créons un département de langue arabe. Le doyen Oudoussi a fait la démarche auprès de l'ambassade d'Égypte, et l'ambassade d'Égypte, l'ambassadeur d'Égypte à l'époque qui était là, a donné son accord et il a envoyé 3 experts, 3 enseignants de très haut niveau, un linguiste, un didacticien et un littéraire de langue arabe. Et ces 3 personnes sont venues. La première cohorte qui a été recrutée dans le cadre de ce département a été soumise à un test par les Égyptiens. Je dis, puisque je le dis à la télévision, tout le monde peut le contrôler. Le test qui a été fait, la conclusion des Égyptiens, c'est que les étudiants qui nous venaient des lycées franco-arabes ne parlaient ni français ni arabe. Pour être simple, je pourrais dire qu'ils sont sousophones, foulaphones, maninkaphones, kissiphones, guerzephones, mais en tout cas pas ni arabophones, ni francophones. Et donc, on a bâti en place un programme avec un linguiste, professeur Mama Saliou, qui en fait a élaboré grosso modo le plan de formation avec les Égyptiens. Et les formations ont commencé. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le Maroc, quand le Maroc vient en Guinée pour recruter les lauréats guinéens, ils ne prennent pas les étudiants de franco-arabe. Pourquoi? C'est très simple, c'est qu'ils font des tests et ils sont arrivés à la conclusion, la même conclusion qu'au départ. En réalité, les étudiants que nous avons qui font franco-arabe au lycée ne sont pas ni performants en français, ni performants en langue arabe. Donc ça c'est la première des choses. Maintenant,
moi, je suis un peu étonné d'avoir entendu dans les radios tout ce que j'ai entendu. C'est comme si, en réalité, moi ayant participé à la mise en place du département de langue arabe, je ne me reconnaissais pas dans ce qui se disait. Je vais vous dire pourquoi. Nous, on avait mis en place, et je pense que jusqu'à présent dans le système universitaire, ce sont des départements de langue arabe. Ce n'est pas des départements islamiques. Attendez, ce n'est pas un département. Oui, mais ce n'est pas des départements islamiques. Ce sont des départements, le département s'appelle département de langue et civilisation arabe. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent pour apprendre la linguistique, la grammaire générative, la littérature, la didactique de l'arabe, et qui vont suivre des cours d'histoire de littérature de la civilisation arabe, et pour aller normalement enseigner au niveau du collège, des lycées, dans les filières de franco-arabe. Moi, je ne savais pas. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Non, mais je ne savais pas, c'est maintenant que j'apprends, hein, je ne savais pas que le département que nous avons est un département de théologie. Je pensais que c'était un département. De la même façon qu'on a un département de français, on a un département d'anglais, on a un département de langue arabe. Ce que j'ai entendu dans la radio, c'est très simple. Ça veut dire que, grosso modo, si on arrêtait de recruter en langue anglaise, la reine d'Angleterre devait venir à Conakry pour elle aussi faire une fatwa contre ceux qui ont arrêté ça. Si on arrêtait le recrutement en langue française, François Hollande aurait dû envoyer ici une lettre pour ceci, cela. Je dois rappeler que ce n'est pas des départements théologiques. Nous ne formons pas, écoutez, nous sommes tous des fils de musulmans. Et nous le sommes d'ailleurs. Nous sommes tous des fils de musulmans, nous apprenons le Coran à la maison. À l'université, ce n'est pas le Coran qu'on apprend. Et il n'y a pas de fatwa à l'université. C'est la langue et la civilisation arabe. Donc il faut quand même que tout le monde se remette en question pour dire, attention, ce département ne relève pas de ministère ni du conseil des mosquées. Ce n'est pas cela. Sinon, il faut alors en ce moment demander au gouvernement l'autorisation de créer une université islamique. En ce moment, le problème ne se pose pas. Mais si c'est un département de langue arabe et de langue et de civilisation arabe, le critère fondamental, c'est la capacité des gens à utiliser la langue arabe, à lire, à traduire, à comprendre, à interpréter la langue arabe, à enseigner la langue arabe. C'est cela dont on a formé. Donc moi, je ne me reconnais pas dans ce débat. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi... comment on peut aller jusque dans les mosquées pour dire comment on appelle ça, que si quelqu'un meurt, on doit lire en arabe, sinon il ne doit pas aller au paradis. Je pense qu'à l'université, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème à nous, à l'université, c'est enseigner quelque chose qui est en rapport avec la science. Pour ce qui est de l'autre, allez-y dans mon village avec mes parents, vous connaîtrez si je connais le Coran ou pas. Docteur Tounkara, revenons à la faculté de médecine. Est-ce qu'il y a une adéquation entre justement cette pyramide d'enseignants-chercheurs, c'est-à-dire les professeurs agrégés titulaires, les professeurs agrégés, et puis jusqu'au niveau des encadreurs, notamment des médecins internes? Oui, justement, le problème, c'est que s'il y a un dysfonctionnement dans le système, ça se répercute à tous les niveaux. Logiquement, dans la carrière hospitalo-universitaire, lorsque vous avez un professeur d'université, c'est un peu, si vous permettez la comparaison, c'est comme le général de l'armée. En dessous de lui, il doit y avoir d'autres gradés. Donc, après le professeur, il doit y avoir les maîtres de conférence, après les maîtres assistants, les assistants, et au premier pas de l'échelle, il doit y avoir les internes. Mais il se trouve que malheureusement aujourd'hui, dans la réalité des choses, non seulement le système d'internat, quand bien même il est mentionné quelque part dans les textes, n'existe pas chez nous. Donc il y a des faisans en fonction d'interne, ces étudiants qui ont fini le cycle, qui, dans un service donné, sont en train de traiter leur thèse. Mais vous verrez qu'il y a, et c'est malheureux de le constater, qu'il y a des situations où vous avez un professeur d'université, il n'a pas d'assistant, il n'a pas de maître assistant. Du coup, le problème, c'est que le plan de carrière n'existe pas en réalité. Quelqu'un se débrouille, il se bat comme il peut, il arrive à un certain niveau, mais en dessous de lui, il n'y a pas d'autres qui peuvent dire demain. Vous savez, ailleurs, le professeur le rappelait tout à l'heure, dans toutes les universités, logiquement, chacun sait au bout de combien de temps je dois changer de grade.
parce qu'il doit être mis dans ce travail-là, et les premiers responsables des différentes structures sont évalués aussi en fonction du fait que derrière eux, il y a d'autres qui sont en train d'avancer en grade. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces disciplines, parfois où on n'a même pas un seul, mais parfois nous en avons certains, en dessous d'eux, il n'y a pas d'assistant. Donc cette pyramide-là, parfois elle n'existe pas. Dans la réalité des choses, elle n'existe pas. Mais nous allons partir au-delà. Parce que pour l'exercice de cette médecine, ce n'est pas les médecins en tant que tels. Il ne faut pas les voir seuls. Derrière un médecin, c'est un infirmier, c'est une sage-femme, c'est un aide de santé, ainsi de suite. C'est un laborantin, forcément, il n'y a pas, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas une bonne médecine sans un bon laboratoire. Il n'y a pas de bonne médecine sans un bon laboratoire. Donc, du coup, pour revenir un tout petit peu à cette problématique de recruter à la fac de médecine, il se trouve que nous avons suffisamment de médecins, mais nous avons moins de paramédicaux. Donc, du coup, dans un service, vous verrez que, contrairement à ce qui devrait exister, où vous avez un médecin peut-être pour 4 ou 5 infirmières, mais cette fois-ci, vous avez 5, vous avez 8 médecins ou 10 médecins pour une infirmière. C'est dire que le système ne peut pas fonctionner à l'état actuel des choses comme tel. Pourquoi? Parce que si vous renversez la pyramide, vous faites du surplace. Vous faites du surplace et vous... Une pyramide, oui. C'est vraiment un V, quoi. Non, c'est clair, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Donc, du coup, c'est encore une fois le moment, je pense, de s'arrêter pour dire qu'est-ce qui ne va pas, et le diagnostic, il est connu. Le problème, lorsqu'on ne fera pas une formation en adéquation avec les besoins. Tout à l'heure, le professeur, il a été témoin de beaucoup de choses. Il rappelle, à l'époque, quand on formait les gens, et c'est ce qui est resté dans la conscience populaire, disent non, quand quelqu'un est médecin, il ne chôme pas. Mais ce n'est pas vrai. Dans un pays où vous avez formé plus de médecins, en 2005 déjà, le ratio, je vous disais, de l'OMS, c'était un médecin pour 10 000 habitants. Nous, en 2005, on était à un médecin pour 5 000. Rajoutez les 5 dernières années où nous avons formé 3 000 médecins, nous sommes à un médecin pour 3 000. Mais est-ce que tous ces gens-là sont employés? Je dis non. Parce en dessous de leur niveau. Donc, tout ça fait qu'on déplace le problème à gauche, on le remet à droite. Et puis, on se retrouve dans un cercle vicieux où rien ne bouge. Et comme le disait tout à l'heure le professeur, il ne faut pas qu'on pense que le fait de ne pas orienter les gens en médecine, parce que nous aussi, à la fac de médecine, nous avons entendu assez de commentaires à travers les médias. C'est tantôt un rêve qui a été brisé parce que quelqu'un ne fait pas de médecine. Mais à quoi bon faire une médecine si tu peux faire tout un cycle, tu n'as pas vu une seule pipette. Tu n'as pas fait de travaux pratiques. Et c'est connu. Le problème a été déplacé comme cela depuis qu'il a été posé. Et jusque-là, il n'y a pas une solution pour dire relevons le défi. Et on s'étonne que les gens, à chaque moment, ils disent non, on a beaucoup de médecins, mais on a assez également de problèmes. Mais les problèmes, ce n'est pas seulement la corporation, mais c'est le système lui-même qui a un problème. Donc, encore une fois, la pyramide étant renversée, on fait du surplace. Nous allons revenir sur justement les problèmes que vous rencontrez puisque vous êtes à la fois chercheur, vous avez la trilogie de chercheurs, enseignants et puis donateurs de soins. Et professeur Bano, est-ce qu'on peut justement savoir aujourd'hui votre avis sur ce qu'il faut pour réformer le système de l'enseignement supérieur? En fait, je pense que poser le diagnostic du système éducatif, tout le monde le sait. L'école guinéenne est malade. Point à la ligne. Je peux m'arrêter là. Quand on a dit ça, elle est malade parce que les ressources qui sont injectées sont mal utilisées, qualité de la dépense. L'école guinéenne est malade de la qualité du corps professoral, de la qualité de la maîtrise de la langue française, de l'utilisation de l'outil informatique, de l'absence de la maîtrise des langues étrangères. Malade parce que la pédagogie n'est pas adaptée aux besoins de notre époque. L'école guinéenne est malade parce qu'en réalité, l'État guinéen dépense beaucoup d'argent, mais en réalité, il le dépense à des endroits qui ne sont pas profitables au système. Ça, tout le monde le sait. Que faut-il? Quelques exemples sur la qualité des dépenses? C'est très simple. On donne des bourses aux étudiants pendant 3 ans et ils sortent et ils chôment pendant 30 ans.
l'État a de la difficulté à construire des salles de classe, mais il enrichit des gens qui construisent des immeubles. Ça, c'est un problème de qualité de la dépense. Soyez plus explicite. Ça veut dire que tout simplement, tout ce que vous voyez comme université privée aujourd'hui, c'est le financement de l'État guinéen. C'est l'État guinéen qui donne de l'argent. Parce que pour l'essentiel, 99,99% des ressources de ces universités privées proviennent d'où? Du budget national. Ça veut dire que l'État a des salles de classe délabrées, des infrastructures archaïques, et à côté, le secteur privé a des salles de classe modernes. Qui finance? C'est l'État guinéen qui finance. Parce que même si les gens mettent de l'argent, après l'État guinéen rembourse parce qu'il envoie des étudiants et il paye. Donc c'est l'État guinéen qui rentabilise. Donc problème de qualité de la dépense. Donc la question c'est qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons un système éducatif performant? Si oui, il nous faut des réformes. Elles seront douloureuses, nécessaires. Elles vont briser des intérêts. Elles vont s'attaquer à des habitudes installées. Mais c'est la nécessité pour sortir de la situation. Sinon, on va continuer à croire que nous sommes maudits, que les autres sont meilleurs à nous, ou alors que les Guinéens sont bêtes. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Tout enfant guinéen placé dans les mêmes conditions que n'importe quel enfant est capable d'avoir les mêmes résultats. Le problème que l'on a, c'est qu'en réalité, notre système ne fonctionne pas. Et donc, il faut changer. Je vous donne un exemple. Vous n'avez que 2 écoles maternelles publiques en Guinée. Vous avez 1500 écoles maternelles privées en Guinée. Et tout le monde sait que l'école maternelle est un passage obligé pour améliorer les capacités des enfants dans l'apprentissage. On peut multiplier. 40% pratiquement des élèves du secondaire à Conakry sont scolarisés dans le privé. On peut multiplier les exemples. Mais encore une fois de plus, les diagnostics, tout le monde le sait. Dans tous les rapports qui ont été faits, parce qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous savez qu'en dépit de tout l'argent que l'État guinéen investit, 65% d'après les statistiques de la GIP, des diplômés de l'enseignement supérieur sont en situation de chômage. 40%, 40 et quelques pourcents pour ceux de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le budget de l'enseignement supérieur est relativement élevé quand on regarde dans le sous-secteur, mais en réalité, ça ne sert qu'à faire les transferts sociaux. Ce n'est ni la formation des formateurs, ni les intrants pédagogiques, ni les infrastructures. Voilà la situation. Maintenant, que faut-il faire? Tout le monde le sait. La question est de savoir, est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a le courage d'affronter le problème, de faire face, de prendre des décisions qui vont choquer? Quand j'entends quelqu'un dire « médecine a été fermée, c'est son rêve qui a été brisé », moi aussi je l'ai dit quand je venais après le bac. Vous avez voulu être droit, aujourd'hui c'est sociologue. Je voulais être avocat. Je peux vous garantir que si c'était à refaire, je n'allais pas faire droit. Je suis bien dans ce que je suis. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les Guinéens pensent, ce n'est pas l'option qui fait votre destin. C'est la maîtrise, c'est le travail, c'est la compétence acquise dans le secteur ou dans la spécialité dans laquelle vous êtes. C'est ça l'avenir. Les Guinéens pensent que l'option détermine le devenir. Ce n'est pas vrai. Si vous ouvrez une école de président de la République, parmi les 20 étudiants que vous allez mettre comme pour devenir président, vous aurez des cuisiniers qui vont sortir de là. Vous créez une école de cuisiniers. Parmi eux, il y aura un président. Et Adema a été cuisinier de là. Il est devenu président. Non, les gens se trompent. Ce n'est pas ça le fond du problème. C'est moi, si j'étais étudiant aujourd'hui, ma revendication, c'est de dire à l'État, je veux un enseignement de qualité. Cela signifie, je veux des enseignants bien formés. Je veux des effectifs normalisés dans les salles de classe. Je veux un environnement de travail qui soit performant. Je veux avoir l'accès à l'outil informatique. Je veux avoir accès à Internet. Voilà ma priorité.
et un dispositif d'aide au stage et à l'emploi, qui fait que lorsque je suis déjà sur les bancs, je peux aller faire des stages. Je peux découvrir le monde de l'entreprise. Et à ma sortie, je peux trouver la possibilité de trouver un... ou alors de me créer ma propre entreprise. Voilà ce que tout le monde devrait revendiquer. Avant de continuer à ce niveau, pensez-vous pas que l'enseignement de masse qui a été pratiqué à un certain moment n'a pas encore de survivance? Non, écoutez, vous savez, je dis souvent, on ne peut pas analyser le présent sans le passé. Mais on ne peut pas ramener tout le présent au passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des lacunes qui ont été accumulées par le passé, mais qui normalement auraient dû être corrigées aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons, les lacunes d'aujourd'hui sont le résultat de l'enseignement de demain, mais c'est aussi le laxisme qui s'est développé, disons, à un moment donné où il a fallu prendre des décisions, on n'a pas osé prendre les décisions. Parce que tout le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit, c'est pas la peine, chaque ministre qui vient, on lui dit, ne touche pas au système, ne réforme pas. Si tu touches, on va t'enlever. Reste tranquille, tu prends pour toi, tu t'en vas. C'est comme ça qu'on conseille. Hein. C'est le conseil qu'on donne à tout le monde. Celui qui veut durer, on lui dit, tu fais incolore, inodore et sans saveur. Tu prends la forme du récipient qu'il te contient. Tu n'as pas d'état d'âme. Tu es assis. Si ça crie, tu dis régler le problème. Si ça ne crie pas, tu t'assois tranquillement. Et le budget qui vient, tu mets dans ta bouche. Le problème, il est réglé. En ce moment, tu peux durer. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Parce qu'on déplace le problème. On déplace. Et chaque fois que... les difficultés s'accumulent. Plus ça s'accumule. Et un jour, on va se retrouver dans une situation. Aujourd'hui, je peux vous garantir, je dis souvent aux gens, heureusement, les gros projets miniers ont été arrêtés. S'ils avaient eu cours, tous les Guinéens auraient été des domestiques. Très peu de Guinéens auraient été cadres dans ces sociétés. Regardez Rio Tinto quand ils recrutaient. La quasi-totalité des Guinéens qui travaillaient dedans venaient de l'étranger. C'est ça la vérité. Et puis vous avez simplement des étrangers qui venaient capter des postes. Et vous avez une société dans laquelle les étrangers occupent les positions les plus importantes avec les salaires les plus importants parce qu'ils sont plus qualifiés. Et vous avez les Guinéens au bas de l'échelle. Et vous savez ce qui va se passer. Ceux qui ont l'argent, ils vont attirer les belles filles. Et les Guinéens vont voir que tous les étrangers se marient à leurs sœurs et qu'eux, ils ne peuvent pas accéder. Un beau matin, ils vont se réveiller dans le quartier, on va dire la chasse aux étrangers. Le premier étranger qu'on rencontre, on lui coupe sa tête. Et voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on ne règle pas le problème, on se casse la gueule. C'est aussi simple que cela. On ne peut pas continuer à faire semblant que ça marche. Il faut avoir le courage de dire ça ne va pas. On va régler. Régler ne veut pas dire qu'on s'attaque à quelqu'un. On veut simplement changer les choses. Il faut mettre les principes en avant et puis chercher des résultats par rapport au problème qui se pose. Le principe le plus important de l'État, c'est le bien public. Tout ce que nous faisons dans l'État, c'est impersonnel. Ça s'adresse à tous les Guinéens. Si ça correspond à ta personne, tant mieux. Si ça te frappe, tant pis. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, tu es aujourd'hui victime, mais demain, tu vas bénéficier. Parce que toi, tu es victime, mais tes enfants vont bénéficier. Le changement de paradigme qu'on doit faire en Guinée, c'est de dire, écoutez, ce n'est pas le sol ou le sous-sol qui développe un pays. Ne vous trompez pas. Ça, c'est sûr. Ce sont les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes ne peuvent développer un pays que par le savoir. Nous devons fonder une société du savoir. Une société de mérite. Ça fait mal, mais c'est cela. Et je peux vous garantir, si vous mettez le mérite, même ceux qui ne sont pas bons vont fournir de l'effort pour être bons. Mais aussi longtemps qu'on va essayer de jouer à cache-cache, en faisant semblant de réformer sans réformer. Et chaque fois que tu lèves le petit doigt, on réunit un lobby, on monte dans les radios, et puis on crie, on intimide, voilà. Et puis tout le monde a peur, on s'arrête. Voilà comment ça s'est passé durant tout le temps. On n'a pas réformé le système. Parce qu'on n'a pas osé. Aujourd'hui, il faut vraiment réformer. Docteur Tounkara, allez-y un peu sur... C'est cette question de la réforme. C'est bien que tout le monde l'intègre. Je pense que nous sommes l'un des rares pays au monde où les gens veulent une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Qu'on le fasse aujourd'hui ou demain, on le fera. Donc autant le faire parce qu'à force de déplacer le problème, il ne va pas s'amenuire. Hein. Il devient plus coriace. Plus coriace. Et comme on a la manie de léguer des questions, normalement, d'ailleurs, cette question
pour nous, nous pensons qu'elle devrait être réglée depuis un moment. Mais à force de déplacer, et le professeur disait tout à l'heure, peut-être que ce n'est pas la génération, si on le déplace, cette génération n'aura pas à le régler, mais c'est quand même la génération future qui va en pâtir, parce que c'est incontournable. Il va falloir qu'on s'arrête un moment pour dire, occupons-nous de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de cultiver le mérite, et ça ne peut pas aller sans la promotion du savoir. Et ça, encore une fois, c'est les ressources humaines. Mais tant qu'on va croiser les bras pour regarder l'intérêt de 2 ou 3 personnes au détriment de tout le monde, parce que aussi, malheureusement, dès que ça commence, ces lobbies dont vous parlez, ils ont des entrées un peu partout, et vous verrez que très souvent, ceux qui font semblant de réformer, c'est aussi qui sont dans le système. Et finalement, qui est pris en otage, c'est celui-là qui devait bénéficier du bien de l'État. Et du coup, ils n'en profitent pas. Il y a une poignée de personnes qui prennent tout le monde en otage. Lorsque nous voulons nous comparer aux autres, la première des choses, on va oublier toutes les autres richesses et mettre la richesse humaine au devant de la chaîne. Et lorsque nous le faisons, on va se poser la question, eh bien, l'étudiant, au lieu de dire aujourd'hui, mon rêve a été brisé, qu'on prenne les étudiants, rien qu'à la fac de médecine, que je connais un peu, pour qu'ils disent, attention, aujourd'hui, nos revendications principales, c'est de dire, nos enseignants doivent bénéficier d'une formation continue pour qu'ils soient qualifiés, que leurs nouvelles connaissances soient en adéquation avec l'actualité dans leur domaine, qu'on dise, non, on ne fait pas une faculté de médecine du début à la fin sans faire des travaux pratiques, qu'on ne peut pas sortir d'une faculté de médecine sans faire un stage correct et régulier. Eh bien, ça peut être une question qui résout le problème dans la durée. Mais lorsqu'on déplace la question pour dire, bon, attention, il y a un certain nombre de personnes qui ont levé le ton, donc arrêtons-nous. Encore une fois, on s'arrête aujourd'hui, mais il viendra un moment où tous seront rattrapés. Parce que, à force de le faire, ça viendra un moment où on n'a plus d'autre sortie que d'affronter la réalité. Dr Tounkara, est-ce qu'aujourd'hui la faculté de médecine dispose par exemple d'une chambre froide où on va faire disséquer certains corps? Alors, ça existait avant, ça n'existe plus. J'ai commencé par dire qu'à la faculté de médecine, depuis 1998, aucun laboratoire n'a fonctionné. Et avant, il y avait des salles d'animalerie où on va t'apprendre à faire de la chirurgie, on va te dire, c'est cette salle-là, il y a des cadavres qui sont dans une chambre froide, qu'on va disséquer et montrer les organes. Ce n'est plus la théorie. Je me rappelle, quand j'étais à l'université, je me rappelle que la chambre froide de la faculté de médecine, je me rappelle, j'avais appris que lorsque Amilcar Cabral a été assassiné, que son corps avait été gardé là, à la faculté de médecine, pendant un bon moment. C'était non loin de la cantine. Exactement. Justement, eh bien, malheureusement, la nouvelle génération a appris ça comme ça, mais de visu, non. Ça n'existe pas. Or, c'est indispensable pour la formation des médecins. Et ce n'est pas tout. Vous voyez, même dans les structures d'accueil, dans les structures d'apprentissage des étudiants, mais il y a assez d'éléments qui n'existent pas pour dire on va former un étudiant de qualité, un médecin de qualité qui va demain faire une prestation à la satisfaction de tous. Donc, c'est important, le système dont vous parliez tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas c'est pas de façon isolée. C'est pas de façon isolée qu'on peut résoudre la question. Il faut déjà que chacun, en ce qui le concerne, dise cette question-là, c'est elle la question essentielle. Vous avez dit concernant la faculté de médecine qu'il y a par exemple plus de 3000 étudiants qui sont sortis depuis qu'on a demandé plutôt de réduire, donc ça a pris un peu de l'ampleur. Et est-ce qu'au niveau des stages, de ce qu'on appelle les synthèses cliniques, est-ce qu'il y a le nombre adéquat par rapport à ce qui devait être fait, le ratio? C'est évidemment non, c'est une chaîne. Lorsque la faculté de médecine dit je forme 50 étudiants, ce sont ces 50 étudiants qui vont être répartis dans les services hospitaliers pour des fins de stage. Mais lorsque la faculté de médecine produit 1000 étudiants, ces 1000 étudiants vont être répartis comment? Parce que malheureusement, la réalité, elle est la suivante. Aujourd'hui, ils sortent. Je vous prends une promotion où ils sont sortis à 1348. Rien qu'une promotion de la 6e année. Parfois, vous vous rendez compte que nous formons plus de médecins que toutes les facultés de médecine de l'Afrique réunies. Ce n'est pas normal. Donc, les étudiants sortent quand ils viennent dans un service où la capacité d'accueil, c'est de 20 lits.
c'est là où il y a des praticiens hospitalo-universitaires. Ils vont les encadrer, mais si vous recevez 100 étudiants, qu'est-ce que vous faites? Il y a plus d'étudiants, plus de médecins que de malades. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, vous faites un roulement. Aujourd'hui, je ne peux recevoir que 5, donc 5 viennent, les autres vont suivre. Est-ce qu'on forme, ça s'appelle former quelqu'un à moitié. Or, on ne forme pas un médecin à moitié. Du coup, c'est une chaîne. Vous êtes dans votre studio, vous avez 5 places assises. Si vous recevez 20, qu'est-ce que vous faites? Vous dites les 15, soit les 15 restent debout, ou bien vous dites aux 15 autres d'attendre. Donc, il faut tout faire pour ne pas arriver à une situation où vous savez pertinemment que votre capacité d'accueil est limitée, mais recevez le nombre que vous pouvez recevoir. Et c'est exactement l'inverse qui se passe malheureusement. Docteur Tunka, il y a une question qui taraude mon esprit, c'est le fait que souvent des malades ici partent ailleurs. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai connu la semaine dernière une dame qui travaille dans une société minière ici et elle était en état de famille. Elle part à la clinique Pasteur. On lui donne un produit, l'Atofan par exemple, qui est contre-indiqué en pareille circonstance. Et par la pression de son mari, de sa tante et puis du médecin de l'entreprise, elle part à Bruxelles. Et on constate que les produits qu'on lui donnait étaient même contre-indiqués. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Pour un rien, les gens sont obligés de se déplacer, d'aller ailleurs. Est-ce que la qualité du médecin? Est-ce la qualité d'accueil? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il y a des erreurs comme ça qui peuvent parfois coûter la vie à certains patients? Eh bien, merci, parce qu'à plus d'une fois, nous sommes interpellés. Alors, le premier à souffrir de ça, c'est bien le corps médical. Mais il faut savoir que pour un bon médecin, sa clinique à lui seul ne suffit plus. La médecine qu'on faisait avec le flair, elle est révolue. Il faut bien que l'on se rende à cette évidence-là. Donc, c'est dire qu'un bon médecin, c'est un bon laborantin, c'est un bon histologiste, c'est un bon paramédical. Lorsque cet ensemble ne fonctionne pas, parce que vous savez, dans notre approche, il y a ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. En d'autres termes, je vous vois, M. Dian, où je regarde le professeur, je dis, ah, le professeur ressemble à un autre. Comment je fais pour me rendre compte que c'est effectivement le professeur? Et c'est à ce niveau-là que d'autres interventions sont utiles, comme le laboratoire, comme l'anapath, ainsi de suite. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est regrettable, mais autant les gens vont pour un rien, pour un tout, autant aussi, parfois, des gens vont, quand bien même le diagnostic qui leur a été proposé ici est le bon. La question, elle se pose, vous savez, actuellement, il y a tellement de choses qui sont dites sur le corps médical. Tout n'est pas faux, mais tout n'est pas vrai non plus. Tout n'est pas vrai non plus. Je vous donne un exemple. Le médecin, c'est non seulement ses savoirs théoriques, mais c'est aussi l'accompagnement sur le plan des examens paracliniques. Pour notre système, en 2014, il y a eu les États généraux de la santé. Dans le groupe thématique qui a parlé des équipements, ils vous prennent un exemple comme un service de réanimation, au niveau le plus élevé de la pyramide sanitaire que représente le CHU. On vous dit que 93% des équipements de services de réanimation sont vétustes. Vous ne pouvez pas avoir des résultats avec ça, quelle que soit votre volonté. Jusque-là, quelle que soit votre connaissance, vous ne pouvez pas obtenir des résultats parce que les compétences en elles-mêmes, ça ne suffit pas. Il faut un environnement qui s'y prête. Et cet environnement, c'est un plateau technique convenable. Donc, pour revenir à votre question, oui, il arrive des fois que les gens quittent pour y aller et que les diagnostics posés en Guinée soient confirmés, mais aussi, et c'est malheureux de le constater, ça ne devrait pas arriver, même si, encore une fois, une erreur de diagnostic, ça n'arrive pas qu'en Guinée. Il nous arrive aussi de recevoir des gens qui ont fait le tour et leur diagnostic est posé ici. Même si, malheureusement, ça, ce n'est pas la partie visible, ce n'est pas la partie chantée à tout moment. Donc, le mal, encore une fois, il est plus profond. Ça, lorsque dans une corporation, eh bien, certaines pratiques ont fait que les gens n'ont presque plus confiance. Parfois, même les actes qui sont posés et qui sont des bons actes ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Et c'est d'ailleurs pourquoi
le premier à gagner, c'est aussi le corps médical lorsqu'on met les conditions qu'il faut à la disposition de ce corps médical, parce que malgré les moyens dérisoires, il est arrivé quand même d'avoir des résultats qui, pour nos confrères d'ailleurs, relèvent du miracle. Merci. Rapidement, parce que l'émission tire vers la fin, le sujet est très intéressant. Juste pour dire que c'est pour cela que je plaide pour la réforme. Parce que la raison de la réforme, c'est aussi rendre confiance. Parce que dans la médecine, il y a un élément qui est important, c'est la confiance. Quand on n'a pas confiance, même si on pose le diagnostic, on te donne le produit, tu as de la difficulté à accepter le produit parce que tu n'as pas confiance. Et donc, c'est une dimension très importante. Et la réforme actuelle doit permettre en réalité aux populations guinéennes analphabètes d'avoir confiance en l'école guinéenne. D'avoir confiance aux produits de l'école guinéenne. Parce qu'à l'heure actuelle, la population n'a pas confiance à l'école ni à ses produits. Il se dit, écoute, ils forment mal. Même s'il y a des lumières qui sortent, pour l'essentiel, le diagnostic est très simple. L'école guinéenne forme mal. Et le problème, il est réglé. Vous êtes d'accord sur les réformes sont engagées, mais vous estimez qu'elles sont encore faibles par rapport à ce qui devait être? Non, non, pas faibles. En fait, elles ne sont que, disons, même pas à la pointe de l'iceberg. Je pourrais dire simplement la petite lumière au fond de l'océan qui annonce qu'en bas va sortir une grande lumière. Parce que la réforme doit être totale. Elle doit être holistique. Et elle doit être douloureuse parce que tout simplement, il y a des intérêts établis. C'est lorsque cette réforme va se mettre en place qu'il y aura des résultats que les Guinéens vont se rendre compte qu'en réalité, ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas en mesure de produire de la richesse parce qu'ils n'ont pas été bien formés. Dr Tounkara? Eh bien, question de réformes, pour moi, ça n'a que trop duré. Donc ces réformes sont encore une fois les bienvenues et qu'on arrête pour une fois de vouloir d'une chose et de son contraire. Les réformes peuvent être douloureuses, mais que tous ceux qui veulent vraiment que les choses s'améliorent et que ça change, qu'ils soient prêts à accepter ce changement-là. Parce que ça va au-delà de l'intérêt d'un individu. Il s'agit de la survie de toute une génération et de tout un pays. Encore une fois, pour nous, ces réformes sont les bienvenues. Merci donc, mesdames et messieurs. Merci, professeur Alpha Amadou Bano Barry, qui est enseignant-chercheur, sociologue. Merci à Dr Mamadou Tounkara, qui, lui, est également enseignant-chercheur. Il est au niveau de la faculté de médecine où il est dermatologue. Merci à vous de les avoir reçus. À tous et à toutes, excellente soirée chez vous.